Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire sur le rapport d'Africanenda sur l'état des systèmes de paiement instantané et inclusif en Afrique. Nous sommes ensemble pour 1 heure de discussion, dont 20 minutes de présentation avec nos experts, Jerry Lemogo, qui est en charge de Knowledge Management au niveau d'Africanenda, Jamilino Akokbeto, qui est le directeur Afrique de l'Ouest et du Centre d'Africanenda, et Sabine Mensa, qui est la directrice générale adjointe d'Africanenda. Donc, 20 minutes de présentation. Ensuite, nous aurons une quarantaine de minutes pour vos questions-réponses sur le rapport. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Jerry. Merci beaucoup, Berry. Merci beaucoup, Berry. En réalité, ce rapport qui évalue l'état des systèmes de paiement instantané et inclusif en Afrique, est né principalement pour informer les différentes parties prenantes en Afrique et au-delà sur l'évolution des systèmes de paiement instantanés sur le continent. Donc, il s'agit principalement de voir dans quelle mesure ces systèmes sont inclusifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils permettent un accès à tous les utilisateurs finaux, ou bien est-ce que ces systèmes permettent à tous les acteurs qui ont une licence de pouvoir participer au système qui a été mis en place. Et cette enquête prend en compte la date, c'était c'est l'année 2021. Et l'enquête a été faite principalement entre avril et juin 2022. Donc, les systèmes qui sont les systèmes qui étaient opérationnels en juin 2022 sur le continent. Donc, maintenant, comment est-ce que nous avons fait pour pouvoir obtenir ces différents résultats que vous pouvez voir ici, en fait? On a principalement fait une recherche documentaire parce que là, on a d'abord essayé de voir le paysage de l'offre. Comment est-ce qu'il se présente? Donc, à travers la recherche documentaire, on a obtenu des informations au niveau des régulateurs, au niveau des opérateurs qui gèrent les systèmes de paiement sur le continent, au niveau même des différents acteurs privés qui participent à ces différents systèmes-là. Dans le cadre du paysage de l'offre, on a eu à peu près 25 entretiens avec des informateurs qui étaient des régulateurs, des gestionnaires, de mobile money companies et bien d'autres choses comme ça, en fait. Donc, c'est ça qui a permis d'avoir les principales données sur le paysage de l'offre. Maintenant, par la suite, on a également étudié la consommation, comment se présentait la consommation, et principalement dans 7 pays. Les pays sont principalement l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, la RDC, la Tanzanie et la Zambie. Donc, dans ces pays, on a interrogé à peu près 1400 personnes, dont 1200 dans les enquêtes quantitatives et 200 dans les enquêtes qualitatives. On a aussi eu près de 50 discussions de groupe pour davantage comprendre quelle était, on va dire, la dynamique de la demande concernant les systèmes de paiement sur le continent. Donc, tout ceci a permis d'avoir des résultats dont ce rapport qui est disponible en anglais, en français et très bientôt en arabe. Aussi des cas d'études sur quelques systèmes, dont celui du Ghana, celui du Nigeria, un autre Kenya privé, Pesalink, et un autre au niveau de la SADC. Donc, voilà les quelques résultats que nous avons eu à la suite de cette étude, de cette enquête continentale. Jerry, je te signale que de temps en temps, ça coupe à ton niveau, donc je ne suis pas sûre pourquoi. Désolé, j'espère que je suis vraiment désolé. Ça va être peut-être un problème de connexion, mais tout est normalement OK de mon côté. Désolé. Oui, maintenant, cette enquête nous a donc permis de constater ce qui suit. Donc, pour le moment, sur le continent, on a 26 systèmes qui sont opérationnels, 26 systèmes opérationnels, dont 29 plutôt, dont 26 au niveau national et 3 au niveau régional. Donc, on se rend donc compte que ces systèmes sont divers et variés, parce qu'on a quatre principaux types de systèmes de paiement instantané sur le continent. On a des systèmes qui sont essentiellement bancaires, donc entre les banques, des systèmes d'argent mobile ou de mobile money, comme on le connaît généralement,
sur le continent, mais aussi des systèmes qui sont dits multisectoriels, dont on va dire qu'il y a un peu de communication peut-être entre les comptes bancaires, les portefeuilles mobiles. Et on a aussi, bon, avec le cas du Nigeria, surtout avec l'émergence du e-Naira, on a eu l'esprit de monnaie souveraine. Donc, il y a des États qui se battent pour voir dans quelle mesure ils vont également émettre une monnaie digitale pour pouvoir euh, également intervenir dans le système de paiement. Mais ce que l'on constate généralement ici, c'est que les systèmes qui ont été, on va dire, traditionnellement en boucle fermée se battent quand même à migrer vers l'interopérabilité. Donc, il y a quand même cette volonté-là de pouvoir créer des systèmes qui communiquent entre eux. Au niveau des systèmes régionaux, on a le cas de GMAC au niveau de l'Afrique centrale, et comme on le verra plus tard, elle est l'un des plus avancés. On a le TCIP au niveau de la SADC, et au niveau continental, on a le PAPS, opéré par Afreximbank. Donc, globalement, ces systèmes ont permis de traiter à peu près 1000 milliards de dollars à travers 16 000 transactions sur le continent. Donc, voilà en quelque sorte quelques résultats clés que nous avons eus au travers de cette étude. Mais maintenant, une fois que ceci a été dit, on serait en train de se poser la question de savoir est-ce que ces systèmes sont véritablement inclusifs comme c'était le principal objet de l'étude? Et je crois que notre collègue Sabine va pouvoir nous donner un peu plus d'informations sur l'inclusivité de ces systèmes-là. Merci Sabine, à toi. Merci beaucoup, Jerry. Mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est l'opportunité pour nous aussi de définir ce que c'est système de paiement instantané avant d'arriver à la partie inclusive. Donc, pour moi, un système de paiement instantané, c'est un système qui nous permet de faire des transactions numériques en H24, 365 jours dans l'année, 365 sur 366, en toute l'année, H24 et à toute heure, en tout cas dans la mesure du possible. Donc, lorsqu'on regarde ce que tu as partagé, il y a définitivement une forte progression de ces systèmes-là en Afrique avec les 29 qu'on voit aujourd'hui. Et je crois que la question que nous sommes posés, c'est vraiment de comprendre à quel niveau ces systèmes sont inclusifs et qu'est-ce qu'on peut faire s'ils ne le sont pas pour accompagner un développement plus inclusif et favoriser donc la disponibilité de ces systèmes pour les populations les plus vulnérables, celles qui sont encore exclues des systèmes financiers formels. Donc, à ce titre-là, nous avons regardé la question d'inclusivité et nous nous sommes très vite rendus compte que la question n'est pas simple. On ne peut pas dire oui, c'est inclusif, non, c'est inclusif. Je pense que c'est plutôt à quel degré, ou le degré d'inclusivité. Donc, ce que nous avons essayé de mettre en place, c'est vraiment un cadre ou un spectre d'inclusivité pour nous permettre de voir quelle est l'évolution et qu'est-ce qui est important dans les différents degrés d'inclusivité. Qu'est-ce que nous pouvons regarder? Au minimum, pour nous, ces systèmes de paiement, l'ambition, c'est de favoriser l'accès au paiement numérique aux populations les plus vulnérables. Bon, pour nous, ça, c'est vraiment la première frontière à atteindre dans le parcours d'inclusion financière. Et lorsque tout le monde a accès à ce système, bien sûr, ça ouvre la porte à d'autres acteurs, des fintechs, des startups et le système bancaire, microfinance ou mobile money, de pouvoir mettre en place des services qui répondent au mieux aux besoins des clients et de faire une transition vers paiement, vers l'accès au crédit, l'accès à l'épargne, l'accès à l'assurance. Donc, au niveau le plus basique, on va dire, c'est que ces systèmes doivent au minimum faciliter l'usage des canaux qui sont les plus utilisés dans un pays. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique, nous sommes définitivement un continent mobile. Donc, le canal mobile, le téléphone le plus basique, puisse être utilisé pour avoir accès à ces services de paiement. Ce que nous avons vu aussi, c'est qu'au niveau des transactions qui sont faites, les transactions de personne à personne, donc j'envoie de l'argent à ma mère ou quelqu'un d'autre m'envoie de l'argent, sont les plus développées. Et les transactions pour payer tout ce qui est commerçant, par exemple. Donc, ça, c'est le minimum basique. Donc, lorsque nous avons des systèmes qui sont là, nous avons vu aussi que la prochaine étape, c'est vraiment de développer beaucoup plus les différentes fonctionnalités et de s'assurer que ces systèmes-là sont un peu plus, on va dire, inclusifs. Donc, lorsqu'on arrive à un stade avancé d'inclusivité, nous regardons des choses comme l'interopérabilité. Je pense que tu en as parlé un peu plus tôt, Jerry.
l'interopérabilité de ces différents systèmes, ce qui veut dire ou sous-entend que tous les fournisseurs de services agréés ont accès à ce système de paiement et peuvent, dans la mesure du possible, influencer les décisions de ce système, surtout lorsqu'on parle de système national ou de système régional. Pour que ça puisse se faire, il est important, je dirais même vital, que les banques centrales aient justement ce rôle de facilitateur de l'écosystème pour qu'on puisse avoir l'interopérabilité, mais aussi qu'on puisse avoir ce mandat d'inclusion des pauvres, ce mandat qui nous permettra de voir comment est-ce que le service peut être accessible et abordable à la plupart des participants. Donc, lorsque on a ces systèmes qui sont un peu plus avancés, on se pose la question de dire, mais quelle est la vision optimale de cette inclusivité-là? Ce stade mature pour nous d'inclusivité, ça nous demande donc encore un peu plus de développement des cas d'usage. Donc, ce n'est plus seulement d'envoyer de l'argent à ma grand-mère, à ma mère, de payer un commerçant, mais de pouvoir recevoir des paiements du gouvernement ou de faire des paiements du gouvernement. Je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi de dire que le gouvernement sont en général les plus grands payeurs et les plus grands receveurs. Donc, la digitalisation des paiements du gouvernement et les opportunités de pouvoir divulguer les cas d'usage pour que moi, en tant que client, vulnérable avec mon téléphone le plus basique, je puisse faire tout type de transaction que je ferais normalement avec le cash parce que il faut dire la concurrence, ce n'est pas vraiment les autres fournisseurs de services, c'est le cash. Et donc, au niveau du système élargi aussi, il faut s'assurer de pouvoir protéger les clients, surtout lorsqu'on parle des clients les plus vulnérables. Donc, des mécanismes de recours en termes de protection client qui sont disponibles et qui sont efficients doivent être pris en compte. Et bien sûr, la question de coûts. Est-ce que ce sont des coûts abordables qui permettent justement de pouvoir ouvrir la porte à toute utilisation? Voilà un peu ce spectre d'inclusivité-là que nous avons mis en place. Et lorsqu'on regarde à travers ce spectre-là, les 29 systèmes que nous avons étudiés pour cette année, on voit que on n'est pas encore, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'inclusivité au niveau en Afrique. Parce qu'aucun des systèmes n'a atteint le stade mature que j'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, nous voyons quand même qu'il y a 11 systèmes qui sont au stade d'inclusivité de base. Donc, c'est rassurant de voir qu'on a quand même ces systèmes-là. Et les stades au moins un peu plus avancés, on voit le marché au niveau du Ghana qui est un peu plus avancé avec l'interopérabilité entre tout ce qui est mobile money, carte bancaire et le système bancaire et microfinance. Donc, ça, c'est déjà rassurant. On voit aussi au niveau des systèmes en Zambie et au Malawi qui sont un peu plus avancés dans leur parcours d'inclusivité. Je dois dire que l'un des challenges que nous avons vus, c'est l'accès aux données. Et vous allez voir, donc, il y a à peu près 13 pays où nous n'avons pas pu faire une classification tout simplement parce qu'on n'avait pas suffisamment de données pour pouvoir répondre aux différentes questions par rapport à la nature de l'inclusivité. Donc, j'espère qu'avec la prochaine version en 2023, nous aurons un peu plus d'informations et pourrons continuer à faire cette évaluation du niveau d'inclusivité et pourrons aussi travailler avec les différents partenaires pour faire évoluer cet état des lieux qu'on a vu aujourd'hui en 2022. Voilà. Mais je pense que c'est important d'aller peut-être un peu plus en profondeur sur les cas d'utilisation de ces systèmes de paiement-là. Et peut-être, Jaméline, tu peux nous donner un peu une vision de ce que cette étude nous dit aujourd'hui sur les cas d'usage. Merci, Sabi. Merci, Sabi. Bienvenue à tous les participants. Je crois que tu as parlé du concept d'inclusivité qui reste un concept assez critique quand on parle de système de paiement. Mais on ne peut pas aborder l'inclusivité sans tenir compte des cas d'usage parce que pour qu'un système soit inclusif, il faut aussi, entre autres, qu'il puisse intégrer le maximum de services et que ces services puissent cibler autant que possible les populations, particulièrement les populations à faible revenu. Alors, ce qu'on remarque aujourd'hui, sur les 29 systèmes de paiement qui ont été déployés, en fait, c'est qu'on a globalement une concentration sur les services les plus basiques. Et quand je parle de services les plus basiques, je pense particulièrement au transfert d'argent, au P2P, mais je pense aussi au paiement marchand. Quand on regarde un peu les chiffres,
On a à peu près aujourd'hui 80% des systèmes de paiement opérationnels qui permettent les transactions de type transfert d'argent, donc de personne à personne, et à peu près 2/3 qui permettent le paiement machin. Alors que quand on explore, on creuse un peu plus, on voit que les services, par exemple, les services de paiement aux entreprises, donc tout ce qui est transactions entre entreprises, et paiements gouvernementaux, par exemple, on a à peu près 20% seulement de ces systèmes qui le permettent. Donc, c'est vraiment là où le bas blesse et c'est là où il y a un véritable challenge. Alors, définitivement, ce qui est important pour nous, dans le cadre de l'étude, on a pu discuter également avec les populations. Donc, il y a une enquête consommateur. Et cette enquête a clairement montré où sont les besoins. Et les besoins sont les plus basiques. Ce n'est pas des besoins sophistiqués. Quand on regarde aujourd'hui, les gens ont juste besoin de pouvoir utiliser, de pouvoir faire des paiements, notamment dans le cadre des courses qu'ils font. Ils ont besoin de payer le taxi. Et c'est justement au niveau de ces besoins qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je me rappelle d'un projet que j'avais suivi, par exemple, qui permettait le paiement des taxis des millions. Donc, il faut forcément donner la possibilité aux populations, et particulièrement à ces populations qui ne sont pas forcément inclus dans le système formel, justement, de pouvoir effectuer les besoins les plus basiques. Et cela passe également par la réception de leurs revenus. Alors, quel qu'il soit, il faut qu'ils puissent recevoir leurs revenus. Donc, que ce soit des salaires, qu'ils puissent le recevoir parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que ceux qui reçoivent justement les salaires ou une partie de leurs revenus au travers du téléphone portable, par exemple, ont tendance à plus utiliser. Mais la question et les enjeux ne sont pas seulement au niveau des populations individuelles, mais c'est également au niveau des micro et petites entreprises. Alors, au niveau de ces entreprises, par exemple, le challenge est encore plus grand parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu le paysage des systèmes de paiement, ils n'ont pas tellement, je parlais tout à l'heure des 20%, ils n'ont pas tellement fait la promotion des échanges, notamment entre clients, entreprises et fournisseurs. Et donc, ces petites entreprises ont besoin de pouvoir payer les fournisseurs de façon aussi simple et surtout de pouvoir recevoir des paiements des clients. Alors, bien sûr, quand on regarde aujourd'hui les tendances au niveau du paiement marchand, on peut se rendre compte qu'il y a quand même une belle avancée au niveau des paiements marchands. Mais quand on creuse un peu plus, et particulièrement dans le secteur informel, on se rend compte que, je dis définitivement dans ce secteur, dans les marchés et autres, il y a encore beaucoup à faire, notamment en termes de paiement des clients. Donc, ce sont autant de cas. Donc, comme je disais, on ne peut pas définir réellement un contexte d'inclusivité quand on n'aura pas intégré ces différents paiements et particulièrement les paiements gouvernementaux. C'est ce type de paiement sur lequel il y a encore beaucoup de challenges quand on regarde un peu dans la zone en termes de paiement d'impôts et taxes. Même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a encore définitivement à faire à ce niveau. Nestlé. Alors, par contre, je dois reconnaître que l'écosystème avance très vite. On a fait du chemin sur ces 10 dernières années. Et ce qu'on remarque en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie dynamique au niveau de l'écosystème de paiement. Les chiffres se sont améliorés. Pendant longtemps, on s'est plaint, par exemple, que le paiement numérique ne représentait pas grand-chose et que tout était concentré au niveau du transfert d'argent. Mais quand vous regardez les chiffres, notamment en Afrique centrale, notamment en Afrique de l'Ouest, vous vous rendez compte quand même qu'il y a une belle avancée. Et ces avancées peuvent être justifiées notamment par les tendances au niveau du secteur. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde du point de vue du mécanisme même de paiement, on voit de plus en plus l'utilisation des plateformes qui sont certains types de plateformes qui sont gratuits parce que pendant longtemps, on pensait à l'investissement de base qu'il faut faire au niveau des systèmes de paiement. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de solutions qui sont open source, des logiciels qui sont gratuits, certains modules qu'on peut acquérir sans forcément faire un investissement trop important. On a aussi des solutions aujourd'hui qui sont sur le cloud, qui de plus en plus, en tout cas d'acteurs, notamment de régulateurs et de gestionnaires de plateformes, optent pour des solutions d'hébergement de leur système de paiement sur le cloud. Les questions de sécurité sont des questions centrales, mais aussi d'efficacité. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de systèmes aujourd'hui sont conformes aux normes, notamment aux normes ISO 20022, en termes d'échange de messages pour que les messages soient davantage sécurisés et que le délai d'échange soit le plus rapide possible. Mais il y a un point qui est important et je dois vraiment insister là-dessus, c'est l'approche participative aujourd'hui au niveau du déploiement des systèmes de paiement. J'ai vu et discuté avec différentes banques centrales qui ont reconnu, par exemple, qu'une des erreurs qu'elles ont commises, c'était le fait de n'avoir pas assez inclus les participants dans le déploiement de la solution. Aujourd'hui, je crois que définitivement, nous allons vers des solutions beaucoup plus participatives où vraiment le régulateur et
les autres acteurs, notamment le gouvernement, s'assoient avec les différents participants, banques, microfinances parfois, opérateurs de téléphonie mobile, opérateurs mobile money et fintech, pour définir les conditions dans lesquelles la gouvernance sera assurée. Et je pense que cette approche participative, c'est quelque chose qu'il faut saluer et ça fait partie aujourd'hui des facteurs clés du succès justement des systèmes qui sont en train d'être déployés. Je voudrais faire un petit clin d'œil par exemple au groupe thématique par exemple que la BCAO dans la zone UMOA avait dû mettre en place. Maintenant, au niveau du marché, il y a aussi quand même un certain nombre de tendances qu'il faut saluer, notamment le fait que de plus en plus, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau de la qualité des réseaux. De plus en plus, on a la 3G, voire même la 4G déployée dans le plus de régions possibles. C'était une difficulté. L'accès au réseau était une vraie difficulté dans le cadre de l'adoption du paiement. Et même si c'est un marché aujourd'hui, on voit quand même déjà des initiatives de déploiement de la 5G. Les plateformes de réseaux sociaux également sont à prendre en compte parce qu'on voit de plus en plus les solutions, notamment les solutions de type WhatsApp Banking qui sont en train d'être déployées. Et je voudrais aussi saluer un fait. Pendant longtemps, on s'est rendu compte qu'une des difficultés qu'on avait dans le développement du paiement, c'était le parcours client lui-même. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens aujourd'hui. On a des solutions qui sont basées notamment sur le QR code, qui sont basées sur le NFC et qui permettent en fait de réduire le délai même de transaction et de faciliter en fait le processus même pour le client. On en a de plus en plus et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra saluer. Maintenant, au niveau de l'utilisateur, on voit clairement que le taux de pénétration du smartphone est en train d'évoluer. On était peut-être autour de 10-15% il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit vraiment que la pénétration en smartphone va même au-delà des 70% et même beaucoup plus au-delà sur certains marchés. Et ça, c'est un élément important qui va aussi révolutionner le comportement du consommateur. C'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, surtout dans les prochaines tendances. Et enfin, je voudrais quand même attirer l'attention sur la protection des consommateurs. Elle reste fondamentale. Si aujourd'hui, nous voulons que ces consommateurs, et particulièrement ces segments vulnérables, utilisent des services de type paiement, il faut forcément qu'ils soient préparés par rapport à ça. Il y a eu pas mal d'initiatives, notamment en termes d'éducation financière, d'alphabétisation numérique, mais aussi il faut clairement situer les efforts qui ont été faits, notamment par les régulateurs, les banques centrales, pour faciliter en fait le comportement responsable au niveau de consommateurs, notamment au niveau de la gestion de la fraude. Les questions de cybersécurité sont des questions centrales et je pense que de plus en plus, elles sont prises en compte justement par les différentes politiques mises en œuvre. Alors, moi, ce que je me pose la question, Sabine, et peut-être tu pourras partager ton vue par rapport à cela. Alors, on parle de système de paiement, mais de façon concrète, quel est l'impact que cela peut avoir réellement au niveau de l'utilisation du paiement en général, mais surtout, comment tu penses et dans quelles conditions tu penses que cela peut réellement promouvoir l'inclusion financière? Merci beaucoup, Jamelino. Ouais, peut-être avant de répondre à la question, je veux parler un peu des plus grands défis et ensuite partager les recommandations qu'on peut faire par rapport à la recherche qui a été faite ici. Je ne sais pas pour vous, mais par exemple, dans le mois, moi, je paye 3 types de factures. Je fais des courses au moins une fois par semaine, donc ça fait au moins 4 paiements. Et je n'envoie de l'argent à ma mère qu'une fois par mois. Donc, en termes de transactions, de type de transactions tout à l'heure, P2P, c'est bien, mais la fréquence des transactions qu'on fait dans la vie, dans notre vie en général, je pense qu'il y a d'autres transactions qui dépassent en termes de fréquence que le nombre de fois où on envoie de l'argent à quelqu'un. Bien sûr, ça peut être beaucoup plus. Mon point, c'est de dire que si les systèmes de paiement inclusif et instantané veulent vraiment faire la concurrence avec l'utilisation du cash, il faut que tous nos besoins de paiement, tous nos besoins de transactions puissent être digitalisés pour qu'il y ait une proposition de valeur qui, au minimum, peut concurrencer l'espèce. Parce que sur le numérique, ça va amener des gains de temps. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller quelque part pour faire une transaction. Ça peut être moins cher si effectivement, au niveau de l'interopérabilité, elle existe et que le temps que je vais mettre pour aller, le transport que je vais prendre pour aller dans une agence et revenir, je n'ai pas de coût additionnel. Donc, je pense que la proposition de valeur est vraiment clé
dans cette équation et c'est l'un des défis majeurs qu'on voit en tout cas en termes d'adoption des clients des systèmes de paiement instantanés parce que malheureusement, ils sont très limités et ne peuvent que envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent. Alors que nous savons tous qu'à travers la numérisation de ces transactions-là, il y a l'opportunité d'aller vers des services plus transformationnels, on va dire, notamment, on l'espère, dans certains marchés, en tout cas, on l'a vu, le développement du crédit numérique, de l'assurance et de l'épargne numérique. Le facteur que je pense qu'on l'avait mentionné aussi, et c'est un facteur qui est très réel, hein, parce que pour moi, qui suis justement dans mon village, par exemple, le cash, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de frais. C'est l'argent que j'ai dans ma poche, que je sors, je paye ou que je donne à quelqu'un. Alors que sur une transaction numérique, il y a forcément des frais, ou en tout cas pour certains fournisseurs. Donc, il est nécessaire que on puisse avoir en tout cas des coûts qui sont très abordables et que les systèmes de paiement, c'est-à-dire juste la partie paiement, deviennent ce qu'on appelle dans certains marchés utilitaires. Donc, ce n'est pas là où les fournisseurs devraient se faire de l'argent, mais plutôt utiliser ça pour acquérir le client dans l'écosystème numérique et ensuite maintenant pouvoir construire des produits à valeur ajoutée et maintenir le client dans cet écosystème-là. Je crois que l'autre défi, qui est un grand défi, en tout cas un défi majeur qu'on a vu à travers la recherche et les entretiens que nous avons faits, c'est au niveau du cadre réglementaire. Comment est-ce que ce cadre peut vraiment faciliter la participation de tous les fournisseurs de services, quels qu'ils soient. Nous savons qu'effectivement, traditionnellement, ce sont les banques, mais nous avons aussi les institutions de microfinance qui interviennent dans l'inclusion financière. Nous avons les opérateurs de téléphonie mobile, les opérateurs de mobile money. Nous avons des fintechs et des startups. Comment est-ce que le cadre réglementaire peut faciliter l'accès de tous ces systèmes-là et aussi, bien sûr, leur donner en tout cas une voix pour pouvoir intervenir sur les décisions qui sont prises au niveau des systèmes de paiement instantanés inclusifs au niveau national. Et je pense que, Djamilino, tu l'as bien mentionné, les risques dus à la cybercriminalité et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que la protection des clients. Et pour moi, les risques, on les voit autant au niveau client qu'autant au niveau fournisseur parce que ça a un coût. Et il y a une nécessité définitivement au niveau des systèmes qui soient de plus en plus sécurisés et comme tu l'avais dit un peu plus tôt, qu'on puisse investir dans l'éducation des clients. Donc, je pense que pour moi, ça, ce sont les plus grands défis, en tout cas, qui sont ressortis de cette étude. Et en termes de recommandations, pour nous, il est nécessaire que lorsque ces systèmes de paiement instantané ou la question d'interopérabilité au niveau national ou au niveau régional est en train de se discuter dans l'écosystème, il est nécessaire que cette discussion-là inclut le maximum de participants, qu'il y ait une collaboration publique-privée pour pouvoir faire intervenir ces acteurs-là. Et ma collègue pourra faire passer le dernier tableau au niveau des recommandations. Donc, la collaboration de l'écosystème est vraiment clé pour qu'on puisse s'assurer que le processus est inclusif et le rôle des banques centrales y est aussi nécessaire. Et deuxièmement, c'est lorsque nous regardons le système et l'inclusivité surtout, et bien sûr, même la démarche d'inclusion financière, c'est une démarche qui est nécessairement une démarche à long terme. À court terme, bien sûr, on essaie de voir quels sont les leviers qu'on peut mettre en place pour faciliter l'inclusion des populations, l'inclusion des fournisseurs de services, mais avoir cette vision à long terme, avoir cette vision de gouvernance pro-pauvre, on va dire, et avoir cette vision de dire qu'il faut vraiment investir dans des systèmes qui sont peu coûteux et qui sont accessibles. C'est vraiment clé et je pense que les banques centrales peuvent jouer ce rôle-là. Au niveau de l'infrastructure, vous allez voir, la plupart du temps, ceux qui ont investi en premier dans l'infrastructure sont peut-être parfois réfractaires à la question de l'interopérabilité. Donc, il est nécessaire d'avoir un acteur tel que ce banque centrale-là ou dans d'autres pays, on a vu d'autres acteurs qui peuvent être des associations du secteur privé aussi, vraiment pousser donc intégration de ces plateformes pour pouvoir offrir une meilleure proposition de valeur aux clients. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que
le rôle de plus en plus d'implication au niveau de ces systèmes-là des banques centrales va aider à amener beaucoup plus de cohésion autour des systèmes et des coûts, mais aussi des mécanismes de recours et de protection des clients. Voilà un peu, je pense que ce que nous avons trouvé en termes de recommandations générales au niveau de l'écosystème, mais je dois dire que nous sommes très ouverts et c'est l'approche en tout cas que nous avons prise, c'est de voir dans quelle mesure on peut inciter des discussions au niveau de la communauté de pratique pour pouvoir prendre de plus en plus de commentaires, de recommandations, afin qu'on puisse intégrer ça dans l'étude 2023 qui va commencer en février. Voilà un peu, je pense, pour nous, ce que nous avons trouvé, c'est cette recherche de l'état des lieux et nous sommes ouverts à toutes les questions. Merci. À vous, Berry. Merci beaucoup, Sabine. Merci, Jamini Nowedjeri, de nous avoir fait découvrir un pan, on va dire, du CIPS Report. Je vous assure qu'il y a énormément de ressources et d'informations disponibles dans ce rapport et nous vous encourageons à aller le voir dans la semaine qui suit. Le rapport sera disponible sur le site Internet d'Africanenda. Nous partagerons cela. Nous allons passer à la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Sinon, vous pouvez utiliser la section questions-réponses pour poser votre question. Et on a déjà une question ici, Sabine de Herman, qui dit qu'on remarque que des pays francophones, et notamment ceux de l'UEMOA, ne font pas partie de cette étude. Est-ce un choix délibéré ou vous avez été confronté à des challenges qui vous ont contraint à exclure cette zone, pardon? Non, pas du tout. Je dirais que, en fait, la slide que vous avez vue sur l'écosystème, et Berry, tu peux peut-être revenir à cette slide-là, je pense que c'est la slide 3, et elle montre les systèmes qui sont actifs aujourd'hui. Donc, je vous encourage beaucoup à aller voir le rapport parce que dans le rapport, vous verrez aussi une carte similaire avec les systèmes qui sont en cours de développement. Et sur cette carte, vous allez voir au niveau des systèmes régionaux en cours de développement, il y a le système de la BCAO qui couvre donc les 8 pays de l'UEMOA. Et je pense que vous êtes tous au courant de ce projet d'interopérabilité des systèmes de paiement avec mobile, banque, interopérabilité de tous les canaux. Au niveau de l'UEMOA, le projet est en cours, donc vous le verrez sur une carte similaire des projets en cours. Donc là, nous avons voulu faire apparaître les projets qui sont déjà actifs. Et donc, c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur cette carte. Mais sinon, il y a effectivement le projet de la BCAO pour les projets qui sont en cours dans les pays francophones. Vous allez voir aussi dans la carte qu'il y a dans le rapport avec les systèmes en cours, qu'il y a d'autres pays aussi dans la zone qui sont hors UEMOA, qui ont des systèmes en cours aussi de développement, notamment au niveau de la Guinée, par exemple, qui est francophone, qui est en cours de développement. Et je pense aussi au niveau du Bénin, le système national qui est en cours de développement. J'espère que ça répond à la question. C'est juste que on n'a pas, voilà, on a juste voulu se focaliser pour des questions de temps pendant les 30 minutes qu'on avait sur la carte des systèmes qui sont actifs. J'espère que ça répond à la question. À toi, Berry. Merci beaucoup. On a toujours une autre question de Herman qui dit que très souvent, ni le marchand ni le client payeur ne veulent payer des frais lorsqu'il s'agit d'un paiement face-to-face pendant que le fournisseur de services veut faire du revenu. Alors, la question, est-ce que vous pensez qu'un modèle où le payeur supporte les coûts plus bas que les frais de CEO pourrait prospérer? Jaméline, peut-être tu veux prendre celle-là? La question du modèle économique, c'est une question centrale. On pourrait même passer toute une session à parler du modèle économique au niveau du paiement marchand. Mais je voudrais partager rapidement mes réflexions là-dessus. Je crois d'abord que le bon modèle économique dépend du marché concerné parce que tous les marchés ne sont pas à la même phase de maturité. Tout dépend de la phase de maturité du marché. Alors, quand on regarde par exemple, pour être un peu plus concret, je prends l'exemple des pays de la zone du MOA qui sont à une certaine phase de développement du mobile money où c'est maintenant vraiment qu'on est en train de voir une certaine forme d'essor du paiement marchand. Je voudrais d'abord dire que la première difficulté n'est même pas tellement liée au coût, mais liée au fait qu'à un instant T, la plupart des clients n'ont pas de l'argent sur leur compte. Donc, dès qu'ils ont l'opportunité de faire un paiement marchand, même s'ils ont envie de le faire, ils n'ont pas de l'argent sur leur compte pour le faire. Parce que l'argent qui rentre ressort en même temps. Et donc, en fait, une des alternatives qu'on a toujours prônées, c'est d'avoir le paiement de salaire. Parce que si les gens reçoivent
tout partie de leurs revenus sur leur téléphone, à n'importe quel moment où ils ont la possibilité de payer, d'effectuer un paiement maintenant, ils vont le faire. La plupart du temps, par exemple, quand vous recevez de l'argent de quelqu'un qui vous envoie de l'argent et puis vous ne le dépensez pas, vous voyez que votre tendance à consommer, notamment sous forme de P2P ou sous forme de paiement marchand, augmente. Mais pour revenir à la question même de business model, je pense que ça va se faire sur plusieurs phases. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, avoir une première phase où je vois la proposition qui était faite par Emma de dire, OK, est-ce que le client paye? Non, je pense que si le client aujourd'hui, on lui demande dans un paiement face à face où la proposition de valeur est relativement limitée de payer avec des frais, il n'adoptera pas. Il faut, dans une première phase, qu'on trouve un modèle où le client peut faire cette transaction quasiment à 0 francs, et où le marchand lui-même n'est pas super facturé, parce qu'on a vu qu'une des difficultés qu'on a eues sur plusieurs marchés, c'est que le marchand était facturé parfois à 1%, parfois même jusqu'à 1,5%, parce qu'on a voulu comparer par rapport au cas de paiement. Il faut, d'une part, que le marchand ne soit pas très facturé. Je n'ai pas envie de donner de chiffres, mais en même temps que ça, il faut trouver le mécanisme en fait pour que la proposition de valeur soit très perceptible au marchand. Parce que quand la proposition de valeur n'est pas perceptible, notamment en termes de cash management, il est évident que le marchand ne peut pas l'adopter. Et après, on pourra avoir une deuxième phase, une fois qu'on aura une certaine forme d'adoption du paiement marchand par les clients, où on se rend compte que de plus en plus de clients sont relativement, on va dire, accros, en grippe. Là, on peut maintenant migrer vers des modèles où de tout petits frais éventuellement peuvent être payés, peuvent être prélevés aux clients. Mais dans tous les cas aujourd'hui, le salut du paiement marchand à court terme passe par la gratuité de la transaction définitivement pour le client. Et je voudrais un peu insister sur le fait, en fait, que très souvent, les fournisseurs de services, les opérateurs mobile money pensent que c'est tellement le pourcentage qui va déterminer. Non, non, non. Je pense que c'est sur le volume des transactions marchandes que les opérateurs pourront faire de l'argent. Donc, c'est vraiment dans quelles conditions on met en place un business model qui est attractif autant pour le client que pour le marchand et qui pourrait booster les transactions marchandes pour qu'à la fin, l'opérateur puisse rentrer en possession de ses sous, même si on est conscient de toutes les contraintes financières, en tout cas en termes de coûts auxquels l'opérateur fait définitivement face. Jaméline, si tu me permets, je veux ajouter, tout à l'heure, on parlait de la proposition de valeur pour le client. Honnêtement, si moi déjà, je n'ai pas beaucoup de ressources, j'ai pu avoir le téléphone le plus basique possible avec lequel que j'utilise pour faire mes transactions et j'arrive pour acheter quelque chose sur un commerçant, vous me dites, ah, mais ça coûte 500 francs, mais il va falloir rajouter 50 francs ou 5 francs, en tout cas, un montant sur la transaction. Je me dis, mais c'est bon, voilà mon billet de 500. Il n'y a aucune proposition de valeur là-bas pour le client s'il faut qu'il y ait une surtaxe sur l'utilisation du numérique. Je vais donner un exemple, je crois que c'est l'exemple de la Malaisie et Singapour où moi, je suis allée en mission et je suis allée à un café pour pouvoir m'acheter donc du café. Et il y avait un signe là-bas qui me disait, si vous payez cash, il y a une surfacturation. Ça, ce sont des motivations pour digitaliser l'écosystème. Vous voyez, contrairement à ce qui se passe chez nous. Donc, je pense que la question même du paiement marchand que tu as déjà abordée, Jaméline, moi, me fait poser une question qui est plus large de dire quelles sont ces incitations-là au niveau de l'écosystème que le public et le privé peuvent essayer de mettre en place pour vraiment amener cette digitalisation des paiements ou et cet écosystème cashless qu'on veut construire. Et pour ça, je reste persuadée qu'il faut qu'il y ait une proposition de valeur pour le client, pour l'adoption. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. À toi, Berry. Merci beaucoup. On a une autre question de Farah Nguégan qui demande qu'est-ce qui peut expliquer les lenteurs d'intégration en Afrique centrale? Je crois qu'on a quelqu'un du Cameroun sur le panel là. Tu veux commencer la discussion, Jerry, et après peut-être Jaméline, en tant que directeur régional Afrique centrale, peut continuer. Bon, je commencerai volontiers, mais dans le cadre de ce travail que nous avons présenté, le système de paiement qui a cours au niveau de l'Afrique centrale, qui est le GMACP, est l'un des plus avancés, contrairement à ce que l'on pourrait penser sur le continent, en fait. Parce que c'est un stade, vous savez, on évalue ici le niveau d'inclusivité, c'est-à-dire comment est-ce que les gens ont vraiment accès au système, ou bien est-ce que les parties prenantes, dont les banques, les systèmes, les opérateurs d'argent mobile, ont accès au système. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce système-là est plutôt plus avancé, Et je crois peut-être que comme Sabine le faisait remarquer ici, on a plutôt besoin peut-être qu'aussi dans le cas de l'Afrique centrale,
que l'on voit dans quelle mesure aller encore plus loin et permettre qu'on intègre plusieurs cas d'utilisation, donc plusieurs types de services. On aille au-delà, par exemple, du P2P. Donc, du P2P, c'est-à-dire, tu me transfères de l'argent, je te le transfère en retour, mais par exemple, peut-être, si on veut que le GMAC avance, que les transactions régionales ou transfrontalières puissent également être prises en compte à de larges volumes, etc. Donc, voilà ce que je dirais. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, le GMAC est l'un des plus avancés pour le moment sur le continent. Voilà. Merci. Djamelino. Oui, peut-être. Merci, Jerry. Non, je voudrais tout d'abord commencer par saluer les initiatives au niveau de l'Afrique centrale. On a vu aujourd'hui avec le déploiement du système de paiement interopérable de la Banque centrale, de la BEAC. Après, il y a un acteur dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, c'est les fintechs. Parce que quand on parle d'intégration, il y a les fintechs qui jouent un rôle central. Pour partager une expérience, dans une ancienne vie, je me rappelle, on avait la possibilité, on avait demandé à toutes les régions d'Afrique de partager des initiatives de projets. Et je me rappelle qu'en Afrique centrale, on n'avait pas eu une seule fintech en Afrique centrale. Ça pose la question de dynamisme du secteur fintech. Et je pense que la BEAC aujourd'hui a entrepris un certain nombre d'initiatives justement pour pouvoir l'industrie fintech. Je pense que pour faciliter l'intégration, il faut qu'il y ait un certain dynamisme au niveau des fintech. Et je crois que définitivement, avec les actions qui sont en cours, on pourra avoir plus de facilité, notamment dans les délais d'intégration et autres. Et c'est vraiment peut-être le prochain challenge que l'Afrique centrale doit pouvoir relever. Merci beaucoup. On a une autre question de Simon Priolo qui dit qu'en parlant de plateforme, est-ce que vous avez découvert des exemples de CBDC inclusifs avec une vraie valeur ajoutée pour la population? Donc, gratuit pour les clients, accessible via différents canaux, inclusion des autres acteurs de l'écosystème, etc. Sabine, peut-être? Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux repartir sur la slide où on parle du spectre d'inclusivité, surtout avec les pays. Mais sinon, merci beaucoup pour la question. Nous avons effectivement vu, et vous allez voir sur la carte qu'il y a le système e-Naira au Nigeria est probablement, on va dire, celui le plus avancé d'exemple de monnaie numérique de banque centrale. Non, la slide qui suit, Berry, s'il te plaît. Monnaie numérique de banque centrale qu'on a répertorié sur les systèmes de paiement instantané que nous avons vus lorsqu'on a fait l'état des lieux. Vous avez aussi au niveau du Ghana un travail qui a commencé sur le ECD, à voir quand c'est ce que cette opérationnalisation de masse va se faire. Et je pense aussi au niveau du Kenya, il y a eu un document qui a été partagé par la Banque centrale du Kenya sur le framework qu'elle veut utiliser pour l'utilisation de CBDC au Kenya. Et pour ce que je sais, je crois que nous avons répertorié plus d'une dizaines même de banques centrales qui ont des projets d'évaluation ou d'initiation de voir comment est-ce qu'elles vont utiliser les CBDC au niveau des systèmes de paiement. Donc, pour ce qui est du e-Naira, vous allez voir que pour nous, pour le moment, il est effectivement à un stade de base au niveau de l'inclusivité, mais il faut aussi reconnaître que ça a commencé très récemment. Donc, il faut donner le temps au e-Naira et au modèle de CBDC de se développer sur le continent et voir quel est l'impact que ça va avoir sur l'inclusion financière. Je dois dire que moi, personnellement, le dilemme que j'ai ou la question que je me pose est de savoir est-ce que CBDC va résoudre une question pour les gens qui sont déjà inclus dans le système formel et rendre donc les transactions beaucoup plus fluides, plus efficientes, ou est-ce que ça va effectivement offrir une solution aux populations qui sont actuellement exclues des systèmes formels financiers de pouvoir y accéder et de l'utiliser. Ce qui est sûr, l'attrait du CBDC pour moi demeure dans le fait que c'est une monnaie souveraine par la Banque centrale, donc de facto similaire à l'espèce qui est émise par les banques centrales. Donc, en cela, elle a la confiance, en tout cas, de monnaie qu'elle représente, de dire c'est une monnaie tout aussi valable que l'espèce qu'on a. Et bien sûr, elle offre des opportunités d'efficience au niveau du système financier. Mais la question demeure de savoir à quel niveau, et aussi, il faut reconnaître qu'au niveau des CBDC, vous avez le modèle
vente en gros, wholesale comme on dit, et le modèle au niveau de détail. Donc, il faut savoir comment est-ce que les banques centrales vont utiliser les CBDC. C'est quelque chose que nous allons observer. C'est une des questions potentiellement qu'on va continuer d'aborder dans le rapport 2023 et ainsi de suite, et vraiment regarder comment est-ce qu'au niveau de l'Afrique, les monnaies numériques de banque centrale se développent et l'impact qu'elles auront sur l'inclusion financière dans les années à venir. Voilà. À toi, Béry. Merci, Sabine. Je pense qu'il y avait une question sur le rôle ou l'impact de CBDC dans le système de paiement et il me semble que tu as un peu brossé ça dans ta réponse. L'autre question, c'est sur, tu as parlé de GMAC Pay tout à l'heure et Benoît demande, est-ce que le coût de prestation de GMAC Pay, pourquoi est-ce que le coût de prestation de GMAC Pay est très élevé? Et toujours lié à GMAC Pay, GMAC est limité au transfert P2P. Est-ce qu'il y a d'autres ouvertures? Peut-être je vais, si tu permets, Béry, donner une perspective. Je crois que c'est une bonne question pour GMAC Pay par rapport à la question des coûts. Donc, je ne suis pas sûre que je puisse aborder celle-là. Et au niveau des cas d'utilisation, je pense que, en tout cas, nous, notre espoir, c'est de pouvoir soutenir tous les systèmes, autant les systèmes régionaux que domestiques, pour voir comment est-ce qu'on peut apporter un support au niveau de la mise en œuvre des projets, un support au niveau des renforcements de capacités. C'est toute l'essence de Africanenda et des équipes que nous avons sur le continent d'accompagner. Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des systèmes de paiement instantané que nous avons analysés, en général, lorsque le système est mis en œuvre, ça commence toujours avec les cas d'utilisation qui sont peut-être un peu les plus simples à mettre en œuvre. Et le P2P, le paiement de personne à personne, est en général celui qui est développé en premier. Il y a très rarement, en fait, sur l'Afrique, je ne pense pas qu'on ait encore vu un système de paiement instantané inclusif qui a démarré avec tous les cas d'utilisation. En Afrique, j'ai dit. Par contre, il y a un exemple au Brésil, c'est Pix. Pix a effectivement, de façon délibérée, décidé de mettre ce système de paiement instantané sur le marché avec tous les cas d'utilisation disponibles. Et ce système a effectivement, en l'espace de vraiment, en un temps record, on va dire, pour la plupart, atteint des proportions d'utilisation assez développées. Donc, c'est tout à l'intérêt de tous les systèmes, aussi bien régionaux que nationaux, d'investir dans le développement des cas d'utilisation parce que ça va apporter une valeur ajoutée vraiment qui va permettre d'acquérir beaucoup plus d'utilisateurs et on espère pouvoir concurrencer le cash ou en tout cas les coûts cachés du cash qu'on ne voit pas lorsqu'on est en train de remettre l'argent mais qui peuvent avoir des implications sur le temps de faire la transaction, sur les coûts annexes de transport et autres. Et bien sûr, c'est le temps aussi que l'individu aurait pu passer sur des activités génératrices de revenus. Voilà, à toi, Béry. Merci beaucoup. Alors, une autre question de relance sur l'adoption. Alors, le principal concurrent du paiement marchand est le cash. Dans ces conditions, est-ce que vous avez des recommandations ou des case studies où des fournisseurs de services ont pu bâtir une proposition de valeur suffisante pour concurrencer le cash et pousser l'adoption? Et également, est-ce que le taux d'alphabétisation peut influer sur l'adoption? Jamelino, Sabine, Thierry. Oui, je peux commencer. En fait, Sabine l'a dit clairement, le grand adversaire aujourd'hui du paiement numérique, ça reste le cash, en fait. Donc, il faudra mettre en place des mesures. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. Parce que quand on regarde aujourd'hui les statistiques sur le paiement, on voit quand même aujourd'hui que le nombre, le pourcentage, je pense que déjà dans la zone du mois, par exemple, on était déjà pratiquement à 20% des paiements qui sont faits de façon numérique, des transactions qui sont faites de façon numérique qui correspondent au paiement marchand. Il faut mettre en place le bon business model. Le bon business model est poser la question, il faut que le business model soit mis en place. Il faut que les opérateurs puissent, par exemple, avoir le courage de dire, OK, nous mettons en place un business model où on ne facture pas. Ils le font déjà, on ne facture pas le client, mais en plus où le fournisseur ne se sent pas sous pression justement par rapport à la commission qu'il doit payer. La proposition de valeur doit être très claire. On ne cessera jamais de le dire. La proposition de valeur, par exemple, en termes de paiement marchand face à face, elle est relativement faible et donc il faudra mettre l'accent par rapport à cela et comprendre par exemple que pour accompagner le client. Vous voyez, je partage mon expérience de la dernière fois. J'étais dans un supermarché à Abidjan. J'ai décidé de payer, bon, j'étais le nom, mais j'ai décidé de payer au travers de mon application Mobile Money.
Et quand j'ai voulu payer, ça n'a pas marché. J'ai essayé cela 2-3 fois. Et donc, du coup, j'ai été finalement obligé de payer cash. Alors, tant qu'on a cette situation, on ne peut pas développer le paiement marchand. Il faut que l'expérience utilisateur, l'expérience client soit bonne, la proposition soit claire. Il faut aussi, bien sûr, investir. Et je pense que cela se fait. Les opérateurs ne l'ont pas suffisamment fait. Ce n'est pas une critique par rapport aux opérateurs, mais je pense que l'éducation du client doit être faite afin que le client lui-même puisse faire sa transaction sur son téléphone. Parce que la réalité aujourd'hui est laquelle? On parle du développement du mobile money, mais le développement du mobile money est toujours problématique dans le sens où vous voyez un peu les transactions qui sont effectuées par les clients. Beaucoup de transactions sont des transactions, comment on appelle ça, de type OTC. J'arrive, je donne de l'argent à un agent qui fait la transaction pour moi. Donc, quand il s'agit pour moi de faire une transaction à partir de mon téléphone, je ne suis pas suffisamment préparé par rapport à ça. Les opérateurs, les prestataires de services, les banques et autres acteurs justement de la finance doivent comprendre qu'aujourd'hui, il faut pouvoir réunir en toutes ces conditions en termes de capacité, donc d'éducation, en termes de business model, en termes de proposition de valeur, en termes d'expérience client, en termes de robustesse donc, de leur plateforme. Il faut que toutes ces conditions soient réunies et pour pouvoir accélérer. Mais je ne cesserai pas de lui dire que le paiement de salaire, s'il est promu, ça va rester une vraie alternative qui va booster l'utilisation du numérique comme canal de paiement. Et Jabelina, oui, non, je voulais ajouter parce qu'il y avait une partie de la question qui avait trait avec l'alphabétisation. Et moi, j'aime à dire que le fait, l'alphabétisation n'est pas un frein à l'utilisation du numérique parce que justement, la technologie permet de développer des opportunités telles que l'utilisation de IVR, par exemple, pour les opérateurs téléphoniques où vous pouvez écouter le module ou vous pouvez écouter comment on appelle ça, les indications audio et en langue, dépendamment du service qui est fait. Et il y a des marchés où même où on a vu les gens ont développé, surtout lorsque vous avez des applications mobiles. Vous pouvez le faire. En Tanzanie, vous avez des applications qui sont en swahili, qui ne sont pas en anglais, donc ils sont disponibles pour dire si vous voulez écouter le programme ou les instructions en langue, vous pouvez le faire. Et aussi, il y a le visuel. Donc, même de dire, oui, je ne sais pas écrire 500, mais je peux reconnaître 500, le billet. Et je peux dire, voilà, tapez sur le billet autant de fois que vous voulez pour pouvoir le faire. La question pour moi, c'est quelle est l'incitation et comment est-ce que ces fintechs et les startups et les autres acteurs qui viennent peuvent se focaliser sur ce genre d'innovation-là qui peut offrir des solutions aux populations justement non alphabétisées pour qu'elles puissent accéder à ces systèmes de paiement. Parce que, je vais vous dire, si les nouvelles solutions qui viennent, c'est pour encore servir ceux qui sont déjà bancarisés ou qui sont dans l'écosystème, ce groupe-là, il est très petit. Il y a plus de 350 millions d'adultes africains qui sont financièrement exclus aujourd'hui. Donc, la question et le défi au FinTech, c'est de dire quelle est l'innovation que je peux mettre en place pour servir cette population-là. Parce que si vous êtes en mesure de le faire, je vous assure que la question de, comment on appelle ça, scalability, comme on dit, de votre business, vous allez trouver tout de suite des demandeurs parce que c'est une population qui demeure desservie et c'est une population en termes de quantité qui est quand même plus large que celle qui est déjà servie. Donc, je ne pense pas que ce soit un frein, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour s'assurer que les systèmes numériques sont accessibles et peuvent être, le parcours client peut être intuitif et permettre aux populations qui ne sont pas alphabétisées de pouvoir l'utiliser. Voilà. À toi, Berry. Merci beaucoup, Sabine. Nous allons encore prendre 2 ou 3 questions avant de clôturer. Donc, il y a une question de Eric Kofi suite à la présentation de, je pense, c'est le Consumer Research de Jamelina, où il dit que 80% des transactions sont exécutées par la population à revenus modestes et que le challenge doit être de booster les transactions gouvernementales. N'est-ce pas là le phénomène inverse qui devrait se produire pour l'augmentation du taux d'inclusion financière? Ah non, je dois rectifier ce que j'ai dit. Bon, après, c'est une autre question qui a été posée, mais je dois rectifier. En fait, j'expliquais en fait que 80% des systèmes de paiement intègrent clairement des cas d'usage relatifs au P2P et qu'on n'avait pas suffisamment. On a à peine aujourd'hui 20% des systèmes opérationnels qui intègrent les paiements gouvernementaux. Et je faisais un peu le plaidoyer. On doit pouvoir aller dans le sens parce que clairement, on a vu sur certains marchés que le fait d'avoir intégré des paiements gouvernementaux, paiements de taxes, par exemple, paiements de redevances diverses,
tout cela a permis en fait d'améliorer l'adoption même des services financiers numériques et même de promouvoir l'inclusion financière. Donc, c'est vraiment le point que j'étais en train d'évoquer. Donc, ce n'était pas 80% effectué par les populations rurales. 80% des systèmes de paiement sont basés, en tout cas, intègrent des cas d'usage notamment. Et ce qui est une bonne chose, mais il faudra intégrer plus de services, notamment les services gouvernementaux, parce qu'on est clair sur le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement, parce que les services gouvernementaux sont des services de masse, si aujourd'hui les gouvernements intègrent de plus en plus et facilitent les paiements de type gouvernemental, clairement, ça va aider plus dans la promotion de l'inclusion financière. Merci beaucoup, Jamelino, d'avoir clarifié. Donc, une autre question sur la fraude à la lumière du récent incident de la disparition accidentelle, entre guillemets, de 8 milliards de dollars américains chez FTX, est-ce que promouvoir le tout numérique n'est pas risqué en ce moment? C'est de l'actualité. Le risque zéro n'existe pas. En tout cas, c'est ce qu'on avait l'habitude de me dire quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'analyste financière dans une banque. Mais je veux dire que le mobile money, M-Pesa par exemple au Kenya, a commencé en 2007. Aujourd'hui, c'est arrivé à un niveau où on a pratiquement plus de 70% de la population qui utilise ce service-là. Et je suis sûre qu'en 2007 et maintenant, il y a eu de nombreuses difficultés. Et là, on regarde crypto-money, mais rien qu'au niveau des systèmes bancaires, rien qu'au niveau des cartes, il y a eu aussi beaucoup d'exemples où les systèmes ont été, voilà, touchés d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que vous voyez que la cybercriminalité, ou en tout cas les fraudes et la cybercriminalité ou la cybersécurité, pardon, sont ressortis comme des défis majeurs sur lesquels on doit travailler, et bien sûr une nécessité que les plateformes techniques soient les plus sécurisées possibles pour justement éviter qu'il y ait ces incidences-là. N'empêche que il y a eu des incidents avec mobile money, mais ça n'a pas empêché l'essor du mobile money. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir dans quelle mesure l'écosystème global peut continuer à mettre en place des mesures et des centres de recherche et de partage d'expériences sur tout ce qui est cybersécurité pour renforcer la sécurisation des plateformes, pour permettre aux acteurs, les fournisseurs de services eux-mêmes, que ce soit dans la crypto ou que ce soit dans le blockchain, que ce soit même dans les services bancaires ou microfinance, de pouvoir échanger sur les différents types de fraude et de cybercriminalité qu'ils voient pour que l'écosystème puisse apprendre au fur et à mesure. Il y a aussi une recommandation qui est de dire dans quelle mesure ces systèmes de paiement instantanés peuvent aussi intégrer des processus de notification ou des messages pour permettre justement de renforcer l'éducation des clients sur les fraudes potentielles qui peuvent intervenir dans le système, et aussi voir dans quelle mesure la technologie elle-même peut aider à contribuer encore plus à la sécurisation du système. Donc, il n'y a pas de risque zéro, c'est sûr, mais je pense que le plaidoyer pour l'utilisation du numérique est toujours valable, parce que en l'espace de 2014 jusqu'à maintenant, si vous regardez le dernier Findex, l'avancée de l'inclusion des populations les plus vulnérables a été possible à travers justement le développement du numérique, à travers les contributions du mobile money à cet écosystème-là. Donc, Jamelino, si tu veux rajouter, n'hésite pas. Oui, je sais qu'on n'a plus de temps, mais je pense que c'est vraiment pour aller dans ce sens en fait. Je pense que la vraie problématique ou la vraie question à se poser, qu'est-ce que justement ça nous apporte de numériser en fait? Le risque zéro n'existe pas. Il y a un certain nombre d'actions qui sont prises justement dans ce cadre pour vraiment faciliter en fait la gestion de la fraude, régler les questions relatives à la lutte contre la cybercriminalité, etc. Mais je dois dire que s'il y a déjà en Afrique, on n'est pas loin, en Afrique, sur notre continent, on a déjà des marchés où on a beaucoup de paiements sont numérisés. Sabine, la dernière fois, j'étais à Nairobi, j'ai pris mon taxi, j'ai voulu payer cash. Il m'a dit non, je n'accepte pas le paiement cash. Et beaucoup de taximens, justement, en Afrique de l'Est, par exemple, vous disent je n'accepte pas le paiement cash. Donc, on a des collègues, par exemple, qui sont sur des marchés, ils vous disent
Ça fait longtemps que j'ai vu un billet de banque. Ça fait longtemps que j'ai vu un billet de banque. Ce n'est même pas possible. Donc, ce n'est pas comme si on est en train de présenter un mirage. L'utilisation des canaux numérisés pour effectuer des transactions, c'est déjà une réalité sur certains marchés. Et c'est parce que, justement, ces marchés ont compris tout ce que cela apporte en termes de transparence, gestion de la sécurité, en termes de traçabilité, en termes d'amélioration de l'expérience client. Et c'est l'ensemble de tout cela, justement, qui fait que ils ont adopté. Et je pense que les autres marchés, notamment nos marchés francophones, les marchés francophones, doivent leur emboîter le pas. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, mais je pense qu'on va prendre 2 dernières questions. D'abord, on a une main levée. Mamadou Sow, si vous voulez bien désactiver votre micro et poser la question. Et ensuite, on aura la question de Babacar Ndiaye. Et je pense qu'on va clôturer et continuer la discussion dans la communauté de pratique. Mamadou? Mamadou, on ne vous entend pas. Peut-être tu peux mettre son commentaire dans le chat. À ce moment-là, je donne la parole à Yves Roland Mian. OK, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. OK, super. Merci, Jamelino. Merci, Sabine, pour cette intervention. Mon point concernait la proposition de valeur pour les marchands. On a parlé de l'expérience client, donc en termes de paiement, on a parlé de l'expérience des marchands sur les frais qu'ils doivent payer. Mais il y a un problème également qui revient. Il s'agit de l'agrégation. Des moyens de paiement. Ce qu'on constate dans certains pays, par exemple en Côte d'Ivoire, c'est que pour payer par mobile money dans un supermarché, vous aurez peut-être un TPE, un terminal de paiement pour chaque opérateur, en plus du terminal bancaire. Donc, le point sur, par exemple, les API standards pour permettre aux fintech d'agréger tous les paiements, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on devrait regarder. C'est plus un commentaire qu'une question. Merci. Merci beaucoup. Et c'est un vrai plaidoyer justement parce que ça rappelle des questions liées à l'interopérabilité et aussi à la coopération entre les divers prestataires. Merci beaucoup. On va répondre à la dernière question et puis clôturer. Une question de Babacar Ndiaye. Pensez-vous que les autres pays ou organismes sous-régionaux africains peuvent adopter la CBDC en suivant le modèle du Nigeria, le e-Naira? Je pense qu'on voit de plus en plus de banques centrales qui sont en train d'analyser les CBDC, autant en Afrique que dans le reste du monde, pour voir dans quelle mesure elles peuvent tirer parti de cette innovation-là. Il y a des questions, voilà, il faut décider, est-ce que c'est les modèles en gros de CBDC qui va être mis en place, ce sont les modèles en détail, quelle va être l'implication sur l'agenda d'inclusion financière des banques. C'est absolument un aspect à continuer à analyser, à voir quelles sont les évolutions. Je pense même qu'il y a eu un document de l'AFI sur l'utilisation des CBDC. Donc, ça fait partie des tendances que nous avons identifiées au niveau du rapport qu'on va continuer à analyser. Je pense qu'il y a des opportunités. La question, c'est d'investiguer quel type de modèle est plus adapté aux besoins du pays ou des régions en question et voir dans quelle mesure ça va effectivement changer la donne pour l'inclusion financière des populations exclues actuellement. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait le tour. 1 heure, c'est très court, mais c'était vraiment juste pour vous donner un aperçu du rapport et des données disponibles. Nous vous encourageons à rejoindre notre communauté de pratique sur LinkedIn. Je vous enverrai le lien plus tard. Nous aurons des discussions beaucoup plus détaillées et nous pourrons répondre à certaines questions qui n'ont pas été évoquées ici dans cette communauté de pratique, que nous vous invitons vraiment à vous approprier. Et c'est un lieu de discussion pour nous permettre d'accélérer les paiements instantanés inclusifs en Afrique. Donc, le rapport sera disponible à partir de vendredi sur le site web. Il y a également des case studies pour les différents 4 pays et il y a des vidéos sur l'inclusivité, les challenges et les leçons qu'on a identifiées dans ce rapport-là.
Et pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter info@africananda.org. Il y a des questions, je pense, dans le chat qu'on peut continuer à discuter un peu plus en détail. Donc, Sabine, Jerry, Jamelino, je vous laisse chacun peut-être 10 secondes pour dire au revoir. Je pense que tu as tout dit pour nous. Merci beaucoup. Et on continue les discussions dans la communauté de pratique. OK. Merci tout le monde et bonne fin d'après-midi. Et bon appétit pour ceux qui passent à table. C'était un plaisir. Ciao. Ciao. Bye.